Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonds d'investissement le plus performant de l'histoire. Donc vous pensez peut-être qu'il s'agit de Berkshire Hathaway, donc la structure de Warren Buffett, ou bien peut-être le fonds Quantum de George Soros. Alors pour information, les deux ont eu des performances assez similaires, puisque sur ces 20 ans d'existence, donc de 85 à 2004, le fonds Quantum de George Soros a eu une performance annualisée de 20,2% et Warren Buffett juste un tout petit peu au-dessus, puisque depuis 1965, il a une performance de 20,5% annualisée. Eh bien non, c'est aucun de ces deux investisseurs, c'est un hedge fund qui est beaucoup plus discret. Alors peut-être que vous pensez maintenant à Bridgewater de Ray Dalio ou bien à D.E. Shaw de David Shaw. Non, à nouveau, c'est aucun de ces deux énormes hedge funds. Eh bien, le fonds d'investissement le plus performant du monde, il s'appelle Medallion. C'est un fonds qui est géré par Renaissance Technologiques, une firme qui a été créée par Jim Simons. Et le fonds Medallion, depuis 1988, donc sa création, il a une performance annualisée de 66,1%, ce qui représente net de frais 39%. Alors vous allez peut-être un peu tiquer sur la performance nette et la performance brute pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est probablement un des fonds qui a pris le plus de commissions de l'histoire, puisqu'il prend 5% sur les actifs de manière annuelle et 44% de la performance. Alors une grande partie de ce que je vais vous raconter aujourd'hui vient d'un livre qui a été publié très récemment, un livre de Gregory Zuckerman, donc qui est journaliste au Wall Street Journal et qui a publié donc un livre sur Jim Simons qui s'appelle The Man Who Solved the Market, donc l'homme qui a résolu les marchés financiers, l'homme qui a trouvé l'énigme des marchés financiers, livre très intéressant donc qui est publié je crois depuis le 5 novembre aux États-Unis. Alors Jim Simons, à la base, c'est un mathématicien spécialisé en géométrie et qui était d'ailleurs plutôt doué puisque à l'âge de 20 ans, il a obtenu son bachelor en maths au MIT et il a obtenu son doctorat en mathématiques à l'âge de 23 ans. Il a commencé à enseigner, d'abord au MIT puis à Harvard et il s'est ensuite fait embaucher par la NSA pour craquer des codes secrets. Alors ça n'a pas duré très longtemps puisqu'il se fait virer de la NSA au bout de 4 ans parce qu'il avait pris position contre la guerre au Vietnam, ce qui bien sûr était très mal vu à l'époque. Il revient ensuite dans l'enseignement et notamment dans la recherche en géométrie et il obtient d'ailleurs plusieurs prix pour ses recherches en géométrie. Mais il est attiré par le trading et il crée son premier fonds d'investissement, donc qui est le fonds Limroy et assez bizarrement qui n'est pas basé uniquement sur des modèles mathématiques mais aussi beaucoup sur son propre instinct. Il essaye au départ de prédire les variations de taux d'intérêt, notamment ce que va faire la Fed, mais ça ne marche pas réellement, donc il se réoriente un petit peu, toujours avec des modèles mathématiques, en regardant le prix des matières premières, donc le coton, les carcasses de porc ou bien les pommes de terre. Et ça marche pas réellement super bien. Donc, il se rend compte qu'en fait, il a un problème de données. Il a besoin, et c'est sa première obsession, il a besoin d'avoir des données extrêmement fiables. Et pour ça, il va faire plusieurs choses. Donc, par exemple, il va envoyer un de ses employés auprès de la Fed de New York, parce qu'il y a certains prix qui ne sont pas disponibles électroniquement. Il faut se rappeler que là, on est à l'époque de 80-81. Donc, Bloomberg n'existait pas, ou venait à peine de se créer. Je crois que Bloomberg a été créé en 81. Donc, vraiment, obtenir des prix de manière électronique, c'était très difficile. Donc, il envoie un employé à la Fed pour noter manuellement le prix de certains taux d'intérêt et d'obligations qui ne sont pas disponibles par voie électronique. Il a testé un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, il se demandait s'il y a une devise qui baisse pendant 3 jours, est-ce qu'elle a encore une probabilité de baisser le 4e jour? Ou bien est-ce que l'or, c'est un indicatif du futur prix de l'argent, etc. Donc il testait plein de rapports, de variables l'une avec l'autre, de corrélations entre elles, etc. Donc on est maintenant en 1986, son fonds il trade 21 types de futurs différents, donc c'est principalement des devises et des matières premières, et il continue à tester un peu tout, c'est-à-dire qu'il va tester le calendrier lunaire par rapport au marché boursier, il va tester les modèles météo et voir est-ce que le modèle météo au Brésil par exemple va pouvoir prédire les cours du café, donc il continue dans une approche purement mathématique à essayer de détecter tout rapport qui peut exister entre les variables. Et là, sa deuxième obsession, c'est de recruter les meilleurs et d'avoir le meilleur matériel. Donc recruter les meilleurs, il va recruter les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, les meilleurs astrophysiciens, les meilleurs linguistes pour donc développer de nouveaux modèles mathématiques. Et du point de vue matériel, il investit dans les meilleurs ordinateurs de l'époque à prix d'or. Et là où au départ, il se basait sur des modèles de régression linéaire, donc des rapports entre différentes variables qui seraient des rapports linéaires, et ces chercheurs, petit à petit, l'amènent sur des modèles stochastiques ou bien sur des régressions non linéaires, donc il a des modèles qui sont de plus en plus complexes. Il a besoin d'encore plus de données, donc il va chercher vraiment des données extrêmement vieilles, par exemple sur les matières premières. Il y a des trous dans ces données, il manque les prix du coton certains jours, etc. Il y a 40 ou 50 ans, et en fait, ils ont absolument besoin de ces données, donc
donc ils essayent d'estimer quel pouvait être le prix entre deux cotations pour pouvoir cruncher les données et essayer de trouver des rapports entre les variables qui datent depuis très longtemps. Et en fait, ces modèles, ils essayent de détecter des patterns, donc ils essayent de détecter des modèles de prix qui se sont passés dans le passé il y a très longtemps pour essayer de prédire les cours futurs. Et ce qui commence à gêner Jim Simons, c'est que là où avant, il était sur des modèles qui étaient simples, on comprend que les prévisions météo aient un impact sur le café, par exemple, sur la production du café et donc sur son prix. Mais là, ces modèles étaient plus difficiles à comprendre, voire impossibles, parce qu'en fait, ça détectait des choses qui étaient non détectables par l'œil humain et parfois même pas forcément logiques. Donc, il a eu du mal à accepter au départ ce côté un peu black box, mais en mettant ces modèles en production, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient des résultats qui étaient extrêmement bons et ça a commencé lors de la création du fonds Médaillon en 1988 à générer de l'argent extrêmement rapidement. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces modèles donc, qui arrivent à générer des performances extrêmement impressionnantes, ils n'ont pas raison 9 fois sur 10, ils n'ont pas raison 8 fois sur 10. En fait, il y a à peu près 50% des trades qui sont gagnants, mais bien sûr, les trades gagnants rapportent plus que les trades perdants. Alors à peu près les 10 premières années, on va dire de 1990 à 2000, le fonds a perdu de l'argent pendant 20% des mois, c'est-à-dire qu'il a perdu 24 mois sur 120, ce qui est déjà une très très bonne performance, mais les 10 années suivantes, donc de 2000 à 2010, il a eu uniquement 2,5% des mois qui étaient perdants, et encore c'était des pertes de moins de 20%. Ce qui veut dire que sur ces 10 années-là, il y a eu uniquement 3 mois perdants, 3 mois de pertes sur 10 ans. Alors c'est inutile de chercher quels sont exactement les modèles mathématiques qui sont utilisés par Renaissance Technologies ou Rentech comme on l'appelle. Ils ont un culte du secret, donc ils ont des clauses de non-concurrence, des clauses de confidentialité qui fait une 40aine de pages et donc toutes les personnes qui quittent le fonds ont interdiction d'utiliser ces modèles ou d'en parler dans le futur. Il y a des personnes qui sont parties de chez Renaissance Technologies pour aller chez Millennium par exemple, pour utiliser ces modèles et il y a eu un long combat judiciaire entre les deux fonds, entre Millennium et puis Renaissance Technologies qui a été finalement perdu par Millennium qui a dû payer donc une amende de plusieurs millions de dollars pour avoir utilisé les modèles mathématiques de Renaissance Technologies. Donc vraiment il y a un culte du secret et d'ailleurs c'est ce qui explique que la performance a pu survivre aussi longtemps parce que si les modèles étaient sortis, très vite il y aurait eu un arbitrage et les performances du fonds Médaillon auraient baissé. Et en fait, les modèles utilisés par Jim Simons ne permettent pas de traiter tous les actifs, donc il y a un certain problème de liquidité, et c'est pour ça que Jim Simons essaye de limiter le fonds Médaillon à peu près 10 milliards de dollars. Donc dès 2005, comme le fonds performait très bien, il n'y avait plus de place pour les investisseurs extérieurs qui ont été petit à petit sortis du fonds, on les a obligés à vendre leur part, et donc depuis 2005, il n'y a plus que les employés de Renaissance Technologies qui sont investis dans ce fonds. Alors Renaissance Technologies, bien sûr, a voulu continuer à attirer des investisseurs extérieurs, donc ils ont ouvert d'autres fonds qui sont basés plus sur les actions, parce que je crois que dans les modèles initiaux, le modèle actuel de Médaillon, ils traitent que sur les futurs, donc ils ont élargi leur horizon d'investissement pour pouvoir accueillir beaucoup plus de volume, mais malheureusement, les fonds qui ont été ouverts aux investisseurs extérieurs performent beaucoup moins bien que le fonds Médaillon. Et bien sûr, le but d'avoir un fonds quantitatif, c'est de ne pas intervenir et de ne pas subir en fait le diktat de ses émotions. Et ça, c'est facile à faire. On peut penser quand on a un fonds quantitatif qui marche aussi bien, mais c'est pas réellement le cas en permanence. Et par exemple, aux prémices de la crise de 2008, donc c'était en août 2007, il y avait déjà des rumeurs de faillite, notamment de la banque Bear Stearns, et il y a eu des variations anormales de marché qui ont fait perdre au fonds Médaillon jusqu'à 20%, donc il perdait à l'époque 1 milliard de dollars. Et il y a eu un espèce de débat, donc il y a eu une réunion de crise, débat entre les responsables du fonds pour savoir s'il fallait suivre le modèle donc qui continuait à acheter ou bien peut-être réduire l'exposition et une partie des responsables disaient il faut avoir confiance dans le modèle, il faut acheter, ça a marché jusqu'ici, il faut continuer et puis Jim Simons lui était plutôt à vouloir réduire l'exposition et finalement donc c'est lui qui était le boss, c'est lui qui a décidé, ils ont réduit l'exposition et assez rapidement le fonds est reparti à la hausse, donc il y a certains employés qui lui ont dit Jim, si on avait continué à suivre le modèle on aurait pu gagner plus d'argent, mais lui a dit notre travail, notre devoir, c'est de survivre avant tout, donc j'ai eu raison de faire ça, et si ça devait se reproduire, je prendrais la même décision. Et en 2008, en pleine crise financière, le fonds Médaillon, donc ils ont laissé faire, ils ont laissé le modèle tourner en permanence et il a eu une performance de 80%. Bien sûr, depuis, je l'ai dit, 66% de performance annualisée depuis 1988, donc une performance qui est très très loin devant tous les autres fonds.
Alors Jim Simons, lui, s'est retiré de la gestion du fonds depuis quelques années, et bien sûr, il est toujours investi, mais c'est plus lui qui dirige les décisions d'investissement ou la manière dont le modèle marche, mais il suit ça toujours de loin, mais les performances continuent à être aussi bonnes. Donc voilà, ça reste le fonds le plus mystérieux et le plus performant de l'histoire. Alors si cette histoire vous intéresse, je vous conseille de lire le livre de Gregory Zuckerman, donc sur Jim Simons. C'est vraiment passionnant. Enfin, moi qui suis ce fonds depuis une vingtaine d'années, il y a très très peu d'informations qui fuitent. Donc là, j'ai eu des informations qu'on trouve nulle part ailleurs. Il a réussi à avoir des interviews avec les gérants du fonds et avec Jim Simons lui-même, même si bien sûr, il donne aucun de leurs secrets. Voilà, ça reste quand même une petite porte entrouverte sur ce fonds incroyable de Renaissance Technologies. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour d'autres vidéos.